Bonjour. Bonjour, c'est bien, c'est bonne heure le matin. Ouais. Si j'entends les ronflements, je sais où. Je retourne un peu comme ça ici. Alors, c'est dans la douche ce matin. Je ne sais pas pourquoi, ma famille m'a demandé il y a quelques années d'arrêter de chanter dans la douche. Alors maintenant, plutôt que de chanter, je pense, je réfléchis. C'est moins dérangeant pour ma famille. Puis ce matin, juste en réfléchissant à une petite histoire que je vais vous raconter là tout de suite, je me suis rendu compte qu'il y a un thème qui a rapport avec ce que je vais dire aujourd'hui. Puis c'est une question d'habitude. Comme bon, d'habitude, avant d'avoir des enfants qui atteignaient un certain âge où c'était un peu gênant d'avoir papa qui chantait si fort dans la douche, j'avais des habitudes de chanter. Alors maintenant, j'ai des habitudes de réfléchir. Alors, parlant d'habitude, bon, j'ai pris l'avion pour venir ici hier, puis je travaille avec des groupes francophones un peu partout au Canada, donc je voyage assez souvent. Et j'ai mes habitudes. Alors, quand je prends l'avion, j'ai toujours un livre de poche, puis c'est presque toujours ouvert. Ce que je fais d'habitude, je m'assieds à ma place dans l'avion, puis j'ouvre mon livre tout de suite. Puis je vais saluer la personne qui vient s'asseoir à côté de moi. Mais d'habitude, je vais juste dire bonjour, puis après ça, je retourne à mon livre. Je garde ouvert parce que ça me donne comme une porte de sortie. Mais si ça donne que c'est peut-être intéressant de parler à la personne à côté de moi, puis là, je vais fermer mon livre, puis on va jaser. Alors, là, l'année dernière, je m'en allais au Nouveau-Brunswick. J'étais assis au hublot, j'avais mon livre. Il y a un monsieur qui vient s'asseoir à côté de moi, je le salue. Après ça, je retourne à mon livre. Après ça, il y avait trois sièges. Un autre monsieur, un peu plus âgé, qui vient s'asseoir, et il nous salue tous les deux. Bonjour, bonjour. Puis, il dit tout de suite, « My wife tells me I should write a book about all my travels. » Là, je me dis, wow, ok, c'est bien, mais j'ai un livre quand même. Ah, c'est bon. Je retourne à mon livre. Mais le gars à côté de moi, il était moins futé que moi, il a dit, « Ah oui? » Puis c'était comme ouvrir un barrage qui retenait des milliers de mots, parce que pendant 3 heures et quart, le monsieur à côté de lui racontait toutes ces histoires fascinantes. D'ailleurs, je l'ai baptisé dans ma tête, Monsieur, je me fascine, parce qu'il continuait non-stop pendant 3 heures, C'était fort intéressant pour lui, mais le gars à côté de moi, visiblement, j'entendais sans écouter, parce que je lisais mon livre, mais avec le temps, son enthousiasme dissipait un peu, alors il disait au lieu de dire « Ah oui, c'était tout le temps, ah oui ». Puis à la fin, c'était « Oh ». Alors là, en tout cas, on arrive à Montréal, parce qu'il n'y a pas de vol direct Calgary-Moncton. Alors, on descend, puis il n'y a personne plus heureuse que la personne à côté de moi qui est partie. Un peu plus tard, je prends un petit avion pour aller à Moncton. Alors, je m'assieds à côté du hublot, avec mon livre. Il y a quelqu'un derrière moi, une madame. Puis, personne à côté de moi. Mais là, il y a quelqu'un qui arrive, qui s'assied. Alors, à côté de la personne derrière moi, dans le billet. Puis j'entends, « My wife tells me I should write a book. » Puis la madame à côté de lui a dit, « Ah oui? » Moi, je me suis dit dans la tête, « Ah non. » Alors, il a commencé. Mais un peu après, il y a un monsieur qui est venu s'asseoir à côté de moi. Puis, bon, je le salue, j'ai mon livre, mais en fait, ça donne que c'était un Acadien, puis qui s'appelait M. McGraw. Puis, il a insisté sur la façon de dire, c'est McGraw, même si c'est un Acadien francophone, pur laine et tout ça. Mais il était super intéressant, il me racontait plein d'histoires sur l'Acadie. C'est un gars qui vivait l'Acadie. Il venait de là, il était là de souche depuis des générations. Il connaissait les Acadiens de l'Acadie. Il me racontait plein d'histoires sur la péninsule acadienne, toute la vie culturelle, etc. Mais M. McGraw parlait super fort. C'est un gars assez costaud, il aimait la vie, c'est un bon vivant. Puis il riait beaucoup, il sacrait beaucoup aussi. Puis tout le monde dans l'avion l'entendait, on ne pouvait pas l'entendre. Puis quand il riait, il basculait le dossier de son siège. Ça dérangeait monsieur, je me fascine, qui essaie de raconter son histoire fascinante. Alors, puis j'aurai encore l'image, puis je pense que c'est gravé dans ma mémoire pour toujours. C'est monsieur McGraw qui bascule en riant, comme ça, au l'éclat. Puis monsieur, je me fascine, qui se met à frapper le dossier de son siège pour le faire taire.
Mais M. McGraw s'en rend même pas compte, tellement il s'amuse. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça? Bon, c'est les habitudes, hein. Le monsieur qui avait ses habitudes. Là, je fais une petite présentation. Bon, voici le titre. Je fais pas souvent des PowerPoint, parce qu'il faut que je demande à mes enfants de le faire pour moi. Non, je dis ça pourquoi? Parce que j'aurais pu être dans un avion qui s'en venait à Vancouver. Parce que il y a une migration nette entre l'Est du Canada et l'Ouest. Surtout pour les francophones, on voit surtout dans les chiffres de statistiques des maritimes. Il y a beaucoup de Québécois qui vont venir ici. Il y a beaucoup de gens qui viennent surtout, je dirais, de la Nouvelle-Écosse, en perte de francophones. Les autres provinces des maritimes, c'est un peu stable, mais stable, c'est pas génial après, au bout de 5 ans, tous les 5 ans. Alors, il y a une migration de francophones, comme d'anglophones, comme de toutes sortes de monde, vers l'Ouest canadien. Alors, vous voyez vos chiffres. J'ai même un truc. Ah oui. Alors, vous voyez vos chiffres. Moi j'ai compilé les chiffres de Statistique Canada. J'ai mis ça sur mon site web, qui est en bas. Et quand je les compile, je compte comme personnes qui ont le français comme langue maternelle, je compte tout le monde. Alors, pas juste les gens ici qui disent français seulement comme langue maternelle, mais aussi des gens qui ont français et l'anglais comme langue maternelle, français langue non officielle, ou les gens qui ont 3 langues maternelles. Parce que d'abord, il faut savoir que c'est possible d'avoir plus d'une langue maternelle. Donc, il y a encore parfois des gens qui disent, ah, on peut juste avoir une langue, puis on va ajouter d'autres langues à ça. Mais non, on peut avoir 2, 3 langues maternelles. Alors, j'ajoute tous ces chiffres-là, puis j'arrive à ce chiffre-là du nombre de francophones en Colombie-Britannique. Félicitations, ça monte. Même chose en Alberta, ça monte. Saskatchewan, beaucoup moins. Alors, on sait qu'il y a une migration. Le monsieur McGraw en question, je suis sûr qu'il y a des enfants ou des petits-enfants, des neveux, de nièces qui sont dans l'Ouest canadien, qui sont peut-être ici en Colombie-Britannique. Quand je regarde les chiffres, je pense à votre francophonie, franco-colombienne, puis je me demande, en fait, je sais, où est la base de votre, où sont les racines de votre francophonie? À part Maillardville, il n'y en a pas énormément. C'est pas une francophonie qui est bien installée depuis beaucoup, beaucoup de temps. C'est une francophonie qui vient comme en Alberta, sauf dans le nord de l'Alberta, mais comme dans le sud, c'est des gens qui viennent d'ailleurs. Alors, vous avez des nombres qui montent, on a un boom économique, c'est génial. Vous avez une occasion, je dirais, d'implanter la francophonie en Colombie-Britannique. Puis, je dirais même qu'il faut en profiter parce que vous savez très bien comment les gouvernements réagissent parfois à la présence francophone et aux demandes des francophones. Alors, les chiffres, pour moi, ça s'explique en partie parce qu'il y a des gens qui viennent de l'Est et aussi des immigrants, mais il faut dire qu'il n'y a pas énormément d'immigrants francophones dans l'Ouest canadien. Mais ce qui me donne espoir, en fait, ce que je trouve génial, c'est ces chiffres-là, le nombre de gens qui ont le français comme langue maternelle, mais qui ont le français et l'anglais, ou le français une langue non officielle, ou 3 langues maternelles. Je trouve ça intéressant parce que, pour moi, ça reflète le succès de votre système scolaire. Entre autres, c'est sûr que on ne peut pas le diviser comme ça très facilement, quoi, mais c'est qu'il y a beaucoup de couples dans votre système scolaire qui sont composés d'un francophone et d'un non-francophone. Le chiffre maintenant, c'est 87%. C'est énorme. C'est la vaste majorité des gens dans votre système, quoi. Alors ça, c'est... vous avez eu assez de chiffres, hein? C'est super. C'est l'exogamie. Puis là, j'ai pris une photo d'un couple exogame typique, parce qu'on les voit de loin. Ah, ce couple-là, c'est exogame, ça. Alors, vous connaissez combien de gens ici font partie d'un couple exogame? Wow. OK. C'est drôle, on va parler d'exogamie, mais je ne vais pas en parler longtemps, mais quand on regarde ça, c'est pas le monde à l'envers. On devrait plutôt parler des couples francophones, parce que c'est un petit groupe, on pourrait... c'est la minorité.
Puis on pourrait faire des ateliers sur les francophones, les couples sont tous les deux francophones. C'est la vaste majorité des gens ici. Moi aussi, je suis. Ma femme est francophone de Montréal. On a 2 filles qui sont maintenant 20 ans et 17 ans. Alors ma fille, ma petite maintenant, qui est en 12e année dans une école francophone à Calgary. Puis je vais vous parler aujourd'hui en tant que parent très très impliqué, oui, au niveau de l'éducation francophone partout au Canada, mais aussi dans mon école. Je suis toujours sur le conseil d'école, même chose que votre AP. Puis je sais l'influence qu'on peut avoir. Alors je vous parle en tant que parent impliqué, à d'autres parents impliqués, sachant qu'on peut avoir une grande influence sur notre communauté scolaire. Est-ce qu'il faut que je définisse exogamie? Vous avez 2 définitions là, dont la première a été créée, Richard Vaillancourt, la CNPF maintenant, et moi avons créé cette définition-là il y a 10 ans, l'union de 2 individus de langue maternelle et de cultures différentes. On voulait ajouter, on voulait pas juste dire langue, mais culture, parce que c'est vraiment une question de langue et culture. Surtout quand on pense à nos jeunes francophones, on veut créer une identité francophone, alors ça prend la langue et la culture, quoi. Alors, je l'ai simplifié en fusion. C'est pas toute la définition qui est là en fusion, mais je l'ai simplifié. On parle souvent de famille exogame. Je le faisais moi-même il y a 10 ans. Mais vraiment, dans l'usage du terme, ça serait mieux si tout le monde pouvait juste me faire plaisir aujourd'hui puis dire couple exogame, parce que les familles, les enfants de couple exogame, ils n'ont rien à faire avec l'exogamie, sauf leurs parents font des couples exogames. Mais les enfants des couples exogames ont le potentiel de devenir les membres de la francophonie autant que les enfants de couples francophones endogames. Alors, je préfère penser aux enfants comme des francophones. Puis je dis potentiel parce que pour moi, il faut que les enfants décident un jour d'appartenir à une francophonie ou à un groupe. Mais ils ont autant de potentiel que les enfants qui ont deux parents francophones. Alors ça, c'est un peu l'endroit du terme. Les défis, parce que là, c'est un peu le titre de ma présentation, les défis. On associe les défis avec l'exogamie depuis longtemps. Il y a des gens qui n'aiment pas encore l'exogamie, il faut dire, qui sont pas super enchantés. Et pourtant, c'est un terme anthropologique dont l'origine était le mariage entre les tribus, entre les clans, entre les groupes différents. Alors, ce qu'on faisait dans le passé, disons qu'un chef d'une tribu aurait donné sa fille en mariage au fils du chef d'une autre tribu pour assurer la paix entre les 2 tribus. Dites ça à ma belle-mère, là, c'est assurer la paix entre les francophones et les anglophones. Je vous dis, là, c'est pas... Ben, ça, c'est autre chose. Mais on associe les défis. Quels sont les défis? Bon, quels sont les défis? Il y en a peut-être plein, mais ça peut se résumer en la transmission de la langue française et de la culture francophone aux enfants. OK? C'est sûr qu'il y a plein de petits défis autour de ce thème-là, mais c'est vraiment ça qui résume les défis associés à l'exogamie. Donc, est-ce qu'on va dire que la source des défis, on va pointer du doigt, c'est l'exogamie? Est-ce que c'est la présence des parents anglophones? Je vais dire carrément comme ça, parce qu'il y a plein de gens qui vont penser que exogamie, c'est francophone anglophone. Alors que non, ça peut être francophone japonais, ça peut être francophone suédois, ça peut être n'importe quelle combinaison. Mais il y a encore des gens, parfois, dans les écoles, qui vont dire « Ah, il y a tellement d'anglophones dans notre communauté scolaire. Tellement d'anglophones. » Ce sont des ayants droit, c'est drôle, hein? Est-ce que c'est la présence des allophones? On parle un peu plus, peut-être au Québec, des allophones, mais on sait dans la francophonie, bon, les allophones, c'est des gens qui parlent, dont la langue maternelle est autre que le français ou l'anglais. Ou est-ce que c'est juste la présence de parents non conversants en français? Est-ce que c'est la présence de ces gens-là? Puis comme je dis, ils sont ayants droit. Regardez-moi, je suis anglophone, je suis ayant droit grâce au fait que mes enfants sont dans une école francophone. Là, je pourrais me divorcer aujourd'hui, ça serait un peu plate pour ma femme, mais disons que... pour moi aussi, il faut l'avouer. Surtout pour moi, en fait. Non, ça serait pour lui. Et je me marie demain avec une autre anglophone, ou avec une suédoise. Bon, ben, vous avez des préjugés, hein?
OK, une japonaise, avec n'importe quelle femme qui n'est pas francophone. Mais elle va devenir ayant droit aussi. Ah, il faut pas oublier cet aspect-là, de ces gens-là qui sont dans nos écoles. Alors, est-ce que c'est la présence de ces gens-là? Pour moi, on ne peut pas s'attarder sur le choix d'un couple, de devenir un couple exogame, ni sur la présence des gens. Il faut avoir une approche plus nuancée. Il faut se poser une question plus fondamentale. La question, la complexité. On peut parler d'exogamie si vous voulez, mais regarde ce qu'on a dans nos communautés, les différentes familles et différents parents. On a des familles étendues. Je dis ça parce qu'il y a un garçon dans la salle de ma classe de ma fille, dont c'est les grands-parents qui l'élèvent. Les parents ne sont pas dans le portrait, pas en tout. Alors, c'est ses grands-parents qui l'élèvent. Alors, parfois, les membres de la famille étendue, ils jouent le rôle de parents. Les parents biologiques, famille d'accueil, famille monoparentale, les gardiens légaux, les parents adoptifs, les familles biparentales et les familles reconstituées. Alors, il y a toute une complexité dans toutes nos communautés francophones. Alors, c'est ça qui soulève une question fondamentale, puis maintenant on arrive à la question fondamentale, si ça peut reculer. Quelle place occupe le français dans la vie de l'enfant? Ça dépend des choix des parents, autant francophones que non francophones. On connaît tous des couples francophones qui parlent anglais à leurs enfants, n'est-ce pas? Oui. Et on se demande, mais qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Ouais. Puis chaque parent qui pose un geste comme ça, qui parle à son enfant en anglais ou qui pose des gestes comme ça, qui vont nuire à la transition de la langue et de la culture, chaque parent pose ces gestes-là de bonne foi. Il pense, ça c'est la meilleure chose de faire pour mon enfant. Souvent c'est naïf, il ne sait pas, c'est ignorant, parce qu'il ne sait pas, il n'a pas été informé ou il n'a pas réfléchi, mais toutes les raisons sont bonnes pour tout ce qu'on fait comme parents. Donc, ces parents-là, quand on pose la question « Quelle place occupe le français dans la vie de l'enfant ?» ça me dit en tout cas, que ce n'est pas juste les parents non conversants en français, mais c'est tous les parents qui ont besoin d'appui. D'où le titre de la présentation, « Appui des parents ». Donc, ça prend une approche rassembleur. Et la CNPF, Pauline Gobet, qui est maintenant le président de la CNPF. La CNPF, moi je vais sauter devant, tiens. Alors, vous savez que la FPFCB est membre de la CNPF. Est-ce que tout le monde connaît la CNPF? Oui. Oui? Non? C'est la Commission nationale des parents francophones. Puis, ça rassemble toutes les fédérations de parents du pays. Ça, ce sont les membres de la CNPF. Alors, vous avez la présidente, votre fédération fait partie de la CNPF. Et la CNPF a comme une approche, comme une composante stratégique, l'accueil et l'accompagnement du parent. Je siège sur un comité consultatif actuellement pour le CNPF, dont le mandat du comité, c'est d'aider l'élaboration d'un outil qui va être offert à toutes les communautés francophones, à tous les intervenants en francophonie canadienne pour l'accueil et l'accompagnement du parent, que ce soit francophone, non francophone, parlant français, non conversant en français. Et c'est dans le cadre de ce comité-là, du travail qu'on fait, que je propose des définitions. Puis je les propose à vous aujourd'hui. C'est pas coulé dans le béton du tout. C'est les idées que je lance comme ça. Parce que vous avez un rôle à jouer aussi. Vous, au sein de votre AP ou votre APP, vous avez à réfléchir à ça. Comment vous faites pour accueillir quelqu'un? Qu'est-ce que ça veut dire accueil et accompagnement? Alors rapidement, voici ce que je propose comme définition d'accueillir. Recevoir, et je mets l'accent sur recevoir le parent, pas juste
dire quand ils arrivent au salut puis partir. C'est recevoir vraiment à bras ouverts un parent au sein de votre communauté scolaire, c'est-à-dire l'école APP, j'ai oublié de mettre, l'ensemble des familles, alors toute la communauté scolaire, en lui fournissant de l'information et en lui sensibilisant par rapport à la réalité de votre communauté. Donc, ça se fait dès l'arrivée. La réceptionniste de direction, ils vont accueillir un parent, mais il y a d'autres personnes qui peuvent le faire aussi. Et qu'est-ce qu'on fait quand les parents qui arrivent ne sont pas conversants en français? Est-ce qu'on leur dit « bonjour, bienvenue », est-ce qu'on veut leur parler dans une langue qu'ils ne vont pas comprendre? Ou est-ce qu'on va trouver une autre façon, une autre approche? Je cite comme exemple, comme pratique exemplaire, l'équipe X-Team. Est-ce que vous connaissez les... Oui, tout le monde le connaît? Non? OK. C'est une équipe qui a été formée par la FPFCB en 2004. Et j'étais là comme formateur, mais j'ai collaboré à plusieurs reprises comme formateur de l'équipe de parents non francophones. On a créé l'équipe pour donner des ateliers aux parents non conversants en français. Donc, ils venaient dans les écoles et ils donnaient des ateliers en anglais aux parents. Et les ateliers comprenaient de l'information, de la sensibilisation et des expériences que j'appelle significatives. Parce que les gens étaient en groupe, ils partageaient avec leur père. Ça ouvre souvent les yeux à la réalité francophone. Alors, cette équipe-là, 4 personnes à l'origine, il y avait un certain roulement, et maintenant il y a une personne qui reste. Mais même avant, les gens qui étaient là, même c'est des non-francophones, mais ils ont acquis une connaissance profonde et nuancée de la vie francophone en milieu minoritaire et de l'éducation francophone. Ils ont vraiment acquis des connaissances très, très profondes, quoi. Alors, ils ont donné ces chiffres-là, 31 ateliers auprès de 326 parents, puis ça impliquait 21 AP depuis 2004. Mais il y avait une évaluation après chaque atelier, puis une réaction qui venait souvent, c'est « What's next ?» Donc, ils étaient bien accueillis, mais ils avaient besoin de quelque chose de plus, d'accompagnement. Alors, voici comment je vais définir ça, accompagner. C'est plutôt l'idée qu'on va les s'accompagner pendant longtemps. Donc, aider le parent à bâtir sur les connaissances et la compréhension qu'il a acquises lors de son accueil, par exemple lors de cet atelier de l'équipe X-Team, pour qu'il puisse participer de manière active et significative à ses yeux au développement français de son enfant. Puis, vous voyez, je ne mets pas aider le parent conversant en français ou non conversant en français, c'est tous les parents, les aider à aider leur enfant. C'est déjà la FPFCB, puis chapeau, hein, la FPFCB, là, vous savez que c'est exceptionnel, hein, c'est tellement bien géré. Est-ce que les gens tout le monde est là, l'équipe administrative, pouvez-vous juste vous lever quelques instants, s'il vous plaît? L'équipe administrative. Ah, voilà, mais ça va, c'est les big boss. Je vais l'applaudir. On parle d'habitude. Quand est-ce que Marie-André m'a invité à venir ici? Savez-vous combien de temps ça fait? Ça fait plus d'1 an. Elle est organisée, là, ça se peut pas. Alors, je travaille avec des fédérations ici et là, au Canada, puis je vous dis, là, vous avez une équipe à la FPFCB, c'est exceptionnel. Alors, déjà, il y a plus d'1 an, quand Marie-André m'a demandé de venir, elle a dit, là, l'équipe X-Team a fait des ateliers, mais il faut qu'on aille plus loin. Puis moi, on est vraiment sur la même longueur d'onde, parce que oui, l'accueil, c'est bien beau, mais il faut accompagner les parents, il faut aller plus loin. Alors, déjà, la FPFCB, vous avez un site web. Sur votre site web, vous avez une page, une section « Un enfant, 2 langues », avec beaucoup d'informations, avec la possibilité de poser des questions, d'envoyer des questions à la fédération. Vous connaissez votre site? Ça vaut la peine d'aller visiter. Hein? Il y a beaucoup d'informations. Puis cette partie-là qui est en français et en anglais, qui ne compromet
aucunement la francité des écoles, fournit de l'information très valable aux parents. Alors, quand j'ai pondu cette définition-là d'accompagnement, j'ai pensé à 5 composantes que encore une fois, c'est vraiment dans l'esprit de partager des idées avec vous. J'espère qu'il y aura des petites lumières qui vont s'allumer chez vous, pour vous inciter à penser comment vous pouvez faire ça ou comment vous faites déjà l'accompagnement dans votre communauté scolaire. Alors, quand je dis informer davantage, c'est informer sur les enjeux, comme sur votre cause judiciaire, sur les actualités de l'éducation. Parce que les parents non conversants en français, autant que les parents conversants en français, les parents francophones autant que non francophones, il y en a qui vont s'intéresser à ce qui se passe. Il y en aura toujours un groupe qui ne vont pas s'intéresser, puis c'est très, très dommage pour leurs enfants. Il y en a plein qui vont s'intéresser. Il y en a qui vont tout comprendre en français, il y en a d'autres qui ne vont pas comprendre ce qui se passe en français. Mais ces parents-là, tous les parents qui veulent s'impliquer, valent leur poids en or. Parce que ça, c'est les enfants. En fait, ils vont aider leurs enfants à réussir à l'école et dans la vie. Alors, si on peut trouver des façons d'aider ces parents-là à participer à la vie éducative de leur enfant, qui parle français ou non, ben, je vous encourage à le faire, quoi. Alors, les informer, parce qu'ils s'intéressent à ce qui se passe. Les outiller, les éduquer. Par exemple, les parents, j'ai eu un courriel dernièrement d'un gars en Ontario, un francophone, mais un anglophone, et ils ont des discussions, ça a l'air que ça chauffe un peu chez eux. Par rapport à la lecture, est-ce qu'on devrait lire en français? Est-ce qu'on devrait lire en anglais? Est-ce qu'un parent non francophone ou non conversant en français peut lire en français un enfant, etc.? Alors, on pourrait outiller ces gens-là en fournissant des études, s'ils veulent, ou en fournissant de l'information, même en donnant des trousses, pour les aider à lire, à faciliter la lecture à leurs enfants. Ça, c'est un exemple. Troisièmement, responsabiliser. Là, je vais en parler tout cet après-midi lors de l'atelier, mais responsabiliser dans le sens anglais, empower, inviter c'est une suggestion que je vous fais, inviter les parents non conversants en français au sein de votre AP ou votre APP et trouver des responsabilités pour ces gens-là. Comme je suis au conseil d'école de l'école de mon enfant. Puis, on n'avait pas de trésorier. Depuis l'année dernière, il n'y avait pas de trésorier. C'est un peu malheureux. Alors, on a trouvé quelqu'un, un anglophone, qui a accepté de venir travailler avec nous en tant que trésorier. Puis, il va rendre un service, mais très important, à notre communauté parce que chez nous, on a je sais pas si vous savez, on a des casinos qu'on peut faire, on peut faire des campagnes de financement qui nous donnent des dizaines de milliers de dollars. Mais il faut savoir gérer tout cet argent-là. Ça prend quelqu'un qui a des connaissances en comptabilité. Alors, si on a un parent, même s'il parle plus ou moins le français, ben, qu'il soit là pour nous aider, ça aide la communauté. Ça nous empêche pas de faire nos réunions en français, etc. Alors, ça, c'est responsabiliser quelqu'un. Faciliter les expériences significatives. Et les expériences significatives, pour moi, ça vient d'ateliers ou de moments où les gens sont ensemble. Quand les gens peuvent partager leurs expériences, partager leur vécu, ça ouvre la porte à une expérience qui est plus que cognitive, mais c'est plus viscéral, quoi. Et c'est important dans la vie de tout le monde. Et favoriser le partage continu d'idées. Alors, c'est ce que vous faites déjà à la FPRCB avec le site web, avec les webinaires qui s'en viennent, ou qui ont déjà fait. Alors, ça résume un peu l'accueil et l'accompagnement, AAP, comme on dit à la CNPA. C'est une approche rassembleur, mais je crois qu'on peut aller plus loin. Je dis ça parce que, est-ce que vous connaissez les conférences ministérielles sur la francophonie canadienne? C'est des conférences qui se font à chaque année. Ça implique des représentants des gouvernements au niveau fédéral, provincial et territorial. Ça peut
impliqué des premiers ministres, des ministres responsables de la culture, de la francophonie, etc. Alors, ça a lieu cette année à Edmonton, puis on m'a invité à participer à un panel. Et on a posé une question. La question, c'est quelles sont les stratégies pour favoriser la transmission de la langue aux enfants? Moi, je dis, bon, je vais tout de suite ajouter culture, langue et culture. Alors, ma réponse à cette question-là, mais c'est des stratégies. Parce qu'on me demande souvent, est-ce que vous avez une liste de choses qu'on peut faire? Une liste de stratégies? Bien sûr. Mais ça vaut quoi des listes ou des stratégies s'il n'y a pas de cadre? Alors, ma réponse était oui, c'est une bonne question. Quelles sont les stratégies? C'est une bonne question parce que les parents jouent un rôle primordial à 100% dans la transition de la langue et de la culture. Mais pour moi, puis je pense si vous pensez à n'importe quelle activité que vous faites, sans cadre, des gestes qu'on peut poser peuvent avoir une durée ou une valeur limitée. Alors, je vais vous proposer un cadre, puis c'est pas nouveau non plus, il y a d'autres gens qui ont pensé à la même chose, mais je pense que c'est important qu'on commence, si on peut, à implanter cette approche-là dans nos communautés. Je pense que ça peut être une approche gagnante. Et je l'appelle les francozones. Puis c'est quelque chose qui s'applique aussi bien au niveau du foyer qu'au niveau de la société. Alors c'est pour ça que je voulais en parler quand j'étais devant les ministres, parce que c'était des gens de partout au Canada, dont les premiers ministres de quelques provinces et territoires, qui auraient un impact sur la francophonie, mais un grand impact sur la francophonie. Alors voici ce que je propose comme francozones. Puis j'identifie quatre francozones, mais vous pouvez sans doute en trouver 4 autres ou 20 autres. Donc, on a la francozone physique, temporelle, sociétale et scolaire. Un exemple d'une francozone physique. Alors, vous voyez quelques images. L'idée, c'est que, puis, bon, les parents non conversants en français, tant non francophones que francophones, le chien bizarre, peuvent installer une francozone physique dans leur maison, dans leur foyer, dans leur appartement. C'est tout simplement, l'idée, c'est d'avoir une petite table qu'on peut trouver sur Kijiji pour 25 pièces ou même 10 pièces. Une petite chaise, dépendant de l'âge de l'enfant, mais si on fait quand l'enfant est jeune, c'est mieux, c'est quoi. Alors, installer une petite table, une chaise, puis dépendant, comme je dis, de l'âge de l'enfant, s'il a des devoirs ou non, s'il a l'âge d'avoir des devoirs, s'il n'est même pas dans l'école encore. Et on peut même délimiter autour de cette table-là un espace où on dit, mais là, maintenant, ça, c'est l'espace francozone. Quand on entre dans cette zone-là, on parle français. Quand on n'est pas dans la zone, on peut parler n'importe quelle langue. Mais c'est une zone, au moins, dans le foyer, qui est consacrée au français. Puis, si notre enfant aime faire des dessins, mais on a des crayons de couleur. Plus tard, il faut avoir des livres, des dictionnaires, des livres de référence, des trucs comme ça, des décorations comme ça, le chien bizarre. Ça, c'est une photo que j'ai prise dans le sud de la France. Je faisais une balade un jour. Je dis, wow, j'ai jamais vu une affiche comme ça. Mais c'est drôle, non? Alors, j'ai même mis ça sur le site web. Pardon. Puis, l'idée, c'est de rendre cette zone agréable, ludique, le fun. L'avantage pour un parent non conversant en français, puis là, on arrivera à quelque chose d'autre. Quand on parle de la présence des parents non conversants en français, on peut dire ça, c'est un défi. Mais est-ce que c'est la présence de la personne? Est-ce que c'est la personne elle-même ou est-ce que c'est son seuil de confort? Parce que ça serait difficile de trouver des parents qui ne parlent pas un mot de français. Tu sais, au Canada, là, les gens connaissent quelques mots en français. Surtout si on vit avec une francophone, si notre conjoint est francophone, notre enfant va dans une école ou dans un centre préscolaire en français. On va apprendre quelques mots en français. Mais c'est le seuil de confort quand on essaie de parler une deuxième langue, une troisième langue, une langue qui n'est pas notre langue maternelle. On a tous un seuil de confort. Il y en a qui vont parler facilement en public leur deuxième langue. Il y en a d'autres qui vont, même en privé, ils vont pas vouloir parler français ou une autre langue. Alors,
on a un espace qui est identifié. Pour le parlant non conversant en français, il peut aller dans cet espace-là, dire les quelques mots qu'il connaît en français, après se reculer d'un pas, puis continuer en anglais, en japonais, en suédois, en n'importe quelle autre langue. Je connais un gars d'Edmonton qui s'est marié avec une Française. Ils ont déménagé à Gravelbourg, en Saskatchewan, qui est tout près de Willowbunch, qui est un peu à l'origine de Maillardville. Ouais, le lien. Puis, ils étaient d'accord pour élever leurs enfants en français, mais pour lui, il ne parlait pas beaucoup français, alors ce qu'ils ont fait, ils habitaient à la campagne, une grande maison, il y avait beaucoup de pièces, alors il y avait une pièce, ils ont dit, OK, dans cette pièce-là, on parle juste français. Pour lui, c'était important, parce qu'il ne pouvait pas parler français partout dans la maison, il ne parlait pas assez. Mais ils ont commencé comme ça, puis avec le temps, cette zone-là a pris de l'expansion. Puis quand ces enfants avaient fini l'école, étaient dans les dernières années d'école secondaire, ça couvrait toute la maison. Puis mon copain est devenu pas mal bilingue. Mais il fallait avoir cet espace-là pour commencer, parce que comme il a dit au début, it was too much, it was intimidating. Alors son seuil de confort l'aurait empêché de participer à cette expérience-là, de parler français. Alors que s'il y avait un espace bien délimité, là il pouvait le faire. Tu sais, quand il voulait, puis aussi longtemps qu'il voulait. Alors, c'est ça l'idée d'une francophone physique. Puis, pas dans un petit coin qui est reculé en quelque part, mais dans une pièce familiale. Mais cette idée-là de seuil de confort, c'est très, très important. Ça va plus loin que juste dire, mais c'est la personne. Non, c'est pas la personne. La personne pourrait participer. C'est comme une femme qui m'a dit dernièrement, une maman dans notre école, qui m'a dit, I'd like to come to the school council, but I just don't feel that comfortable in the school. Mais elle est dans le système depuis 8 ans. Puis c'est la première fois qu'elle avait dit, c'est une copine quoi. Puis elle me dit ça, je dis, ça va pas là. Quelqu'un parce qu'elle n'était pas assez confortable. Bon, je suis comme président de l'AP, du conseil. Je lui dis, mais tu viendras, tu es assis à côté de moi, puis s'il faut, je vais traduire pour toi, puis on va trouver une façon pour toi d'être là, puis de t'impliquer. Ça m'a rien coûté, puis elle est venue. Mais c'était son seuil de confort qui l'avait empêché de venir là pendant 8 ans. C'est quelque chose, hein? Bon, temporel. Les activités en famille. L'idée d'une francophone temporelle, c'est qu'on fait toujours des choses avec nos enfants, comme un certain temps par jour, par semaine. Par exemple, conduire notre fille à ses cours de karaté. On fait ça 2 fois semaine, ou au hockey, ou n'importe quoi. Comme parents, souvent on passe du temps dans la voiture avec notre enfant. Puis on a le choix, pendant cette période-là, si on est francophone, on a le choix peut-être de parler français avec notre enfant, si on ne le fait pas dans la maison, ou on peut écouter la musique en français, on peut écouter la radio en français, on a des choix à faire. Mais on pourrait, pendant ce temps-là, créer une zone où tout se passe en français. Alors ça, c'est l'idée de la famille qui s'amuse bien là. Je connais une famille en Ontario dont la femme est franco-ontarienne, son mari anglophone, vraiment pas beaucoup français. Puis les deux sont fanatiques de hockey. Mais quand ils se sont mariés, une des conditions non négociables par la femme, c'était qu'ils écoutent les matchs de hockey en français à la télé. Oh, il faut dire que le gars était en amour, hein, parce qu'il a accepté. Mais elle m'a dit un jour, mais ça c'est la beauté de la langue française, puis la beauté de mal avoir entendu peut-être, mais elle a dit, mais je ne sais pas si elle a dit un des avantages ou un désavantage de ça, c'est qu'il n'y a pas de Don Cherry en français. Mais c'est devenu une habitude familiale d'écouter tous les matchs de hockey en français. Et non seulement ça, quand elle n'est pas là, maintenant son mari regarde les matchs en français. Parce que c'est son habitude individuelle aussi. Il y a nos habitudes, l'habitude que j'ai de ne plus chanter dans la douche le matin. Les habitudes. C'est ça la clé. Les habitudes qu'on crée. Sociétales.
L'image suivante, c'est Greg Selinger. Ça, c'est le premier ministre de l'Ontario. Pourquoi j'ai mis sa photo? Parce que, bien, en fait, il était à côté d'une affiche des centres de services bilingues. Il était dans l'assistance, dans la foule, à la conférence ministérielle à Edmonton. Puis il est venu voir après, puis il a dit, j'aime ça, votre idée de francozone. Il dit, d'ailleurs, c'est ce que je fais au Manitoba. C'est ce qu'on fait en créant des centres de services bilingues. Bon, je dis francozone, c'est là où le français doit prédominer. Mais ce qu'il fait, en fait, il était en train de prendre des centres de services qui existaient juste en anglais autrefois, comme tout récemment, et les rendre bilingues. Alors, moi, j'avais parlé d'une expérience, quand je parlais de société, l'idée de francozone sociétale, c'est en dehors du foyer, en dehors du temps, en dehors de l'école. Puis j'ai donné comme exemple une journée sportive qui a lieu à Calgary il y a quelques années. Mes filles participaient, j'étais là comme bénévole, puis ça impliquait les écoles francophones et les écoles d'immersion. Il y avait une règle ce jour-là, que tout le monde devait parler français. Autrement, une disqualification. Alors, c'est des jeunes qui avaient quoi, de 8 ans à 16 ans, quelque chose comme ça, ou 17 ans. Puis, disons que ça a pogné, cette règle-là. C'était cool ce jour-là de parler français. Puis l'image qui me reste, c'est deux gars qui ne se connaissaient pas, disons de 16 ans, dans un groupe de jeunes. Mais c'est deux athlètes. Puis un anglophone qui étudie en immersion, et l'autre francophone. Et ils avaient une discussion assez animée c'était surtout des filles autour de ces gars-là, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas. C'était drôle de les voir. Mais l'anglophone avait... il parlait assez bien, mais quand même, il venait de l'immersion. Puis, il n'y avait pas le vocabulaire nécessaire pour transmettre tous les messages qu'il voulait transmettre. Alors, ce qu'il faisait, il parlait en français le plus possible, mais il soufflait des mots en anglais à son copain, son nouveau copain francophone, qui était ravi de pouvoir lui dire tout de suite le mot en français. C'était vraiment cool ce jour-là de parler français. C'était une expérience qui allait au-delà de ce qu'on pouvait atteindre dans la salle de classe et au foyer. Mais c'était au niveau de la société, ça impliquait des francophones et des francophiles. Pour les jeunes, ça valorisait ce que les jeunes francophiles faisaient en immersion, puis ça validait ce que les francophones faisaient. Parce que les francophones, on sait qu'ils peuvent se sentir assez isolés parfois dans nos milieux anglophones. Alors là, ce jour-là, c'était le top. Alors, c'était l'exemple que j'avais donné à la conférence, puis M. Selinger, quand il l'a entendu, il dit « Ah, mais c'est ce que je fais chez nous. » Puis il m'a même dit « Mais c'est ce qu'on fait tôt dans le mandat, parce que plus tard, tu sais, il y a toujours l'opposition qui n'apprécie pas nécessairement qu'on dépense des sous pour les francophones. Ben, il le fait assez tôt, comme ça, plus tard, quand les élections s'en viennent, les gens vont penser à autre chose, quoi. » Mais c'est vraiment, on dirait, un champion de la cause francophone, quoi, au Manitoba. Alors, puis finalement, scolaire, vos écoles. C'est sûr que la francozone, par excellence, c'est l'école. C'est un lieu où le français prédomine de force, on sait, c'est forcément comme ça. Mais dans vos communautés, dans votre communauté, chacune d'entre vous, est-ce qu'il y a de la place, est-ce qu'il y a de la flexibilité? Quelle est la place pour d'autres langues? Puis, bon, d'autres langues, je dis d'autres langues, mais je dirais, je me retiens toujours aux deux langues officielles, alors le français et l'anglais. Est-ce qu'il y a de la place dans votre communauté pour d'autres langues, pour l'anglais? C'est essentiel que tout le monde reconnaisse que l'école, c'est une francozone. Tu sais, il n'y a rien qui m'embête plus que des gens qui entrent dans une école et commencent tout de suite à parler anglais. C'est pas reconnaître, c'est pas comme s'ils allaient en France et ils vont se mettre à parler anglais. Non, ils vont essayer de dire bonjour, ils vont essayer de communiquer en français. Alors, l'école francophone, c'est la même chose. C'est un lieu francophone, c'est un lieu où le français doit prédominer, où ça prédomine. Les enfants sont là pour apprendre en français. Alors, c'est la reconnaissance de ce fait-là, mais aussi en ayant l'idée d'une francozone. Après ça, sachant qu'on pourrait créer des francozones dans notre vie quotidienne, on crée des liens entre l'école
et le foyer, entre l'école et la vie de la famille, entre l'école et la vie de l'enfant en dehors de l'école. Et là, quand on pose la question, quelle est la place du français dans la vie de cet enfant-là, là, on a la possibilité de l'agrandir l'espace. Il faut toutefois que cette zone, dans l'école, que ce soit positif, que ce soit non menaçant, qu'on ne dit pas « hey, interdiction », mais plutôt « venez, puis on va vous expliquer pourquoi on parle français ici. On va vous expliquer pourquoi ou comment les enfants en bénéficient. » Donc, quand je parle de francozone, puis quand je parlais d'habitude au début, c'est la création d'habitudes, de réflexes. Les habitudes, si vous faites n'importe quoi, vous faites un sport, vous faites de la cuisine, n'importe quelle activité que vous faites, pour maîtriser, vous avez pratiqué beaucoup, n'est-ce pas? Vous avez créé des habitudes, vous avez des réflexes. Et c'est ça parfois qui manque chez nos jeunes qui n'ont pas assez de place pour le français dans leur vie en dehors de l'école. Puis c'est ça qu'on essaie de les aider à acquérir. Bon, finalement, pour retourner juste au début, l'idée que j'ai quand je dis appuyer les parents, c'est la communauté scolaire francophone qui va les appuyer, qui parle français ou non, pour qu'eux puissent appuyer leur propre enfant. Et encore une fois, qu'ils parlent français ou non, les parents, dans son éducation francophone, dans son développement, dans la transmission de la langue française, dans son acquisition de la culture, dans son développement identitaire comme francophone. Donc, on appuie les parents, mais en même temps, les parents vont nous appuyer. Ils vont appuyer leurs enfants, ils vont appuyer l'école, ils vont appuyer la francophonie. Encore une fois, qu'ils parlent français ou non. Puis bon, pour finir, c'est comme ça que moi, je vois l'accueil des parents. C'est en les accueillant, c'est en les accompagnant, puis c'est en les intégrant dans des francozones. Alors, ce sont les idées que je vous propose. C'est des idées comme d'autres. Il faut dire que je passe beaucoup de temps à réfléchir, c'est pour ça que j'ai pas de cheveux. Mais ce sont les idées, puis ceux qui seront à l'atelier cet après-midi, on va aller plus loin pour voir comment concrètement vous le faites ou vous pouvez faire dans vos communautés. Les autres, c'est food for thought. Je ne connais pas la traduction de food for thought, mais c'est quelque chose de matière à réfléchir. Avez-vous des questions? Alors, comment responsabiliser les parents anglophones pour leur faire comprendre que c'est aussi leur responsabilité de s'avancer, de s'impliquer? Ce n'est pas un sens unique. Certains anglophones attendent et se plaignent qu'ils ne se sentent pas inclus. Ah, l'inclusion, c'est un beau terme. Je déteste. Oui. C'est vrai qu'il y a des anglophones, surtout parce qu'on vit en milieu anglophone, puis tout nous est donné. On n'a pas besoin de réfléchir aux questions de langue et de culture. Alors, ça prend une grande sensibilisation d'abord, et une information. Il faut les informer par rapport à la francophonie. D'abord, c'est peut-être les parents les plus difficiles à convaincre dans un certain sens, parce que comme je dis, en tant qu'anglophone, j'ai pas besoin de réfléchir à ces questions-là. Puis autrefois, j'aurais dit, mais ça m'agace que les francophones passent leur temps à réfléchir à la langue et la culture. Qu'est-ce qu'ils ont, là? Ils parlent français, puis ils ont une culture plus évoluée que la langue. Non, donc ça prend une sensibilisation. Ça prend une sensibilisation de tous les moyens possibles. Aussi, il faut qu'ils sachent que c'est pas leur droit de se faire servir en anglais. C'est plutôt un privilège au sein d'un conseil scolaire francophone. Puis, ça, c'est un message quand même important à transmettre. Si on peut les attirer à l'école, parfait. Autrement, il faut avoir de l'information comme on fait sur le site web et autres. Mais c'est vraiment une question de sensibilisation. Ils peuvent acheter mon livre Fusion, ils vont apprendre beaucoup de choses en lisant ça. Ou bien on peut juste leur donner, tu sais. Parfois je le donne à des gens que je vois, il n'y a rien compris.
français. Là, tu comprends. Bonjour, j'ai la même question que la précédente, mais ce que nous, on trouve dans le milieu préscolaire en ce moment, c'est qu'il y a une majorité de parents de langue française qui parlent anglais à leurs enfants et qui n'ont aucune conscientisation de l'importance de l'identité française et francophone. Et ça, c'est vraiment très désolant et très enrageant. Et c'est beau de les outiller, puis tout ça, mais on peut pas outiller quelqu'un qui est pas motivé. On peut pas outiller un francophone qui a une conversation en français avec moi, puis qui se retourne vers son enfant, puis il dit « Hi buddy, how was your preschool today? » Même mieux, pire que ça, « Hi buddy, how was your preschool today? » Oui, je sais que c'est vraiment pas évident. Puis on peut poser des questions aux parents. Puis bon, dépendant du public, quand je fais des présentations, des ateliers, je pose des questions. Mais qu'est-ce que vous voulez pour votre enfant? Comment vous voyez votre enfant, disons, à la fin de la 8e année, ou à la fin du 7e, ou à la fin de la 12e année, ou comme adulte? Puis c'est pour ça que j'ai dit au début, pour moi, il faut que les enfants, que les jeunes choisissent d'être francophones ou d'appartenir à la francophonie. Mais si on demande aux francophones, aux parents, où est-ce que vous voyez votre enfant dans telle année? Mais s'ils disent, anglophone, on dit, OK, vous êtes sur la bonne voie. Mais s'ils disent, qu'il fasse partie de la francophonie, là, déjà, il y a une possibilité de le faire savoir, mais là, ce que vous faites actuellement, ça va rendre la tâche très, très difficile, quoi. Alors, il faut avoir une sensibilisation, absolument, mais c'est pour ça que je le ramène toujours aux enfants. Qu'est-ce qu'on veut pour notre enfant? Parce que, comme je dis, les gens posent des gestes par ignorance, par naïveté, ils ne savent pas. Dès qu'on a la possibilité de les sensibiliser, là, on peut les indiquer. Il y a des sites web, ils peuvent aller trouver de l'information ici et là, ou bien, vraiment, ce que je trouve qui marche le mieux, c'est les échanges en personne. Parce que souvent, on va voir quelqu'un qui comprend. Tout d'un coup, il dit « Ah, là, je comprends ». C'est ces moments-là qui sont clés. Mais vraiment, en mettant l'accent sur l'enfant, puis où est-ce qu'il voit son enfant dans combien d'années, quoi. Bonne chance. Une question ici. Comment faire pour que la direction d'une école hétérogène fasse et accepte la francozone physique? Plusieurs des écoles du Conseil scolaire francophone ici sont logées au sein d'une école anglophone, par exemple. Mais est-ce qu'ils partagent des espaces ou il y a un espace qui est réservé juste au programme francophone? J'ai envoyé cette question-là, puis moi, dans mon idée, c'est que la francozone que vous avez mis dans la maison, peut-être comment est-ce qu'on approche la direction de l'école pour dire, on va mettre une francozone, puis là, c'est plus seulement pour les francophones de l'école, mais même les anglophones ou ceux qui sont en immersion, quand ils rentrent dans cette zone-là dans l'école, c'est en français. Mais s'il y a des programmes d'immersion dans la même école, ça devrait ne pas être un problème. Mais il y a aussi des écoles aussi. Là-dedans, c'est juste du français. Parce qu'on sait que même dans les écoles... Oui, non, absolument, oui. Ils sortent d'un corridor puis ils parlent anglais. Oui. Mais quand on parle des écoles comme ça peut être juste aussi un programme anglophone. Mais ils enseignent le core French, j'imagine. OK. La façon, moi, je dirais, c'est que trouver des façons d'expliquer que ça peut avantager les élèves, pas juste les francophones, mais les autres. S'il y a des élèves en immersion, ça va de soi. Même pour le core French, il y a des jeunes qui vont s'intéresser assez pour apprécier une francozone dans l'école. Mais vraiment, du point de vue, pas juste francophone, mais comment ça va avantager les autres enfants, les autres jeunes. Que faire quand un anglophone ou plusieurs dit qu'un body system de traduction pendant les réunions générales ne fonctionne pas? Et là, l'autre question, c'est où arrête-t-on accueillir sans brimer les droits et demandes des Franco? Par exemple, réunion de la paix en anglais. Donc voilà pourquoi ces deux questions vont bien ensemble. Oui. Bon, le body system d'abord. Il y a plein d'écoles qui vont l'essayer. Ça va dépendre des bénévoles. Et souvent, ce que j'ai entendu, c'est que s'il y a pas de suite après le début de l'année scolaire, on reçoit notre body,
souvent ça va tomber à l'eau. Si les gens, les non-francophones seront trop gênés, souvent, pour appeler le francophone, le body francophone, ou vice-versa. Alors, s'il n'y a pas de contact continu, disons, aux 2-3 mois au moins, souvent, ça peut tomber à l'eau. Ça c'est body system, ça, c'est moins. Bon, en termes généraux, quoi. En ce qui concerne les réunions, la première question, c'est qu'est-ce qu'on fait si ça ne marche pas, la traduction. C'est pas évident de traduire la traduction simultanée. C'est très, très difficile à faire. Alors, ça prend quelqu'un qui est très, très bilingue. Puis, je sais qu'on l'a fait dans notre école. Parfois, ça dérange des gens. Parfois, non. Ça dépend où on place. Souvent, on va mettre les gens plus en retrait pour ne pas déranger les autres. Il n'est pas question pour moi que les réunions ont lieu en anglais. C'est pas dans le mandat de l'école francophone ni de l'AP. Alors, c'est les règles. Comme je dis, les francophones, on a des règles. Les jeunes ont besoin de règles et la société a besoin de règles. Et nos AP, notre système a besoin de règles. Et ça, c'est une règle non négociable, quoi. Alors, si la traduction simultanée ne fonctionne pas, j'irais plutôt pour quelqu'un qui va faire un résumé après une réunion, qui va faire un résumé en anglais, quitte à avoir des sous-comités qui peuvent réunir les non-francophones, les anglophones, pour les tenir au courant de ce qui se passe. Je sais que dans certaines écoles, il y a des gens souvent c'est le président de l'AP, qui va tenir la réunion en français, puis le lendemain, il va rencontrer les parents non conversants en français, puis expliquer tout ce qui s'est passé. Ça dépend beaucoup, ça demande beaucoup de temps, mais tout dans le système francophone, tout prend plus d'énergie, plus d'efforts. De la part du conseil scolaire, de l'administration, jusqu'aux enfants, quoi. C'est plus de travail, quoi. Alors, j'espère que j'ai répondu plus ou moins à la question. Comment amener un enfant à avoir la francozone familiale à la maison positivement quand les parents ne parlent plus ou moins le français à la maison? Comment amener l'enfant à avoir la francozone familiale à la maison positivement quand les deux parents eux-mêmes ne parlent plus ou moins français à la maison? OK. Ben, c'est là où je commencerai avec un petit espace. Bien sûr, il faut que les parents le fassent, mais alors, en connaissance de cause, est-ce qu'ils ne sont pas capables de parler français ou c'est... OK. Bon, les parents comprennent le français, mais ils ne parlent pas couramment. Puis ça, c'est normal, surtout quand on apprend une langue, on va comprendre bien avant qu'on puisse s'exprimer facilement. Alors, c'est ça la beauté d'avoir un petit espace pour commencer, parce qu'ils peuvent sans doute s'exprimer jusqu'à un certain point. Puis c'est trouver un lieu, un espace qui est assez restreint, qui peuvent entrer dedans puis se sentir assez confortable pour parler un certain temps. Puis après ça, reprendre leurs habitudes. Mais l'idée, ça serait d'avoir un petit espace, puis après ça, de l'agrandir avec le temps, pour que ça devienne. Oh, absolument, oui. On ne peut pas le faire autrement si les parents ne sont pas d'accord. Et l'idée, c'est que souvent, chez les couples mixtes ou chez les couples dont un parent parle mieux français que l'autre, ça peut être des francophones aussi, ça crée des tensions entre les parents. Surtout quand je parlais de seuil de confort, le parent qui n'est pas assez confortable en français, mais il va bloquer, il va dire non, je ne veux pas qu'on impose ça, qu'on m'impose ça. Bon, souvent on voit des couples qui ont besoin de thérapie, mais ça c'est... mais malheureusement, c'est vrai, parce qu'ils n'ont pas discuté de la question avant la naissance de l'enfant, puis c'est avec le temps, surtout quand l'enfant devient ou atteint l'âge d'aller à la primaire ou à l'école, où là, ils se disent « Wow, je suis francophone, puis mon enfant est anglophone, il faut faire quelque chose. » Mais c'est ça la beauté d'avoir cet espace très limité, quoi, pour commencer, parce que ça respecte tout le monde, puis on peut vendre cette idée, entre guillemets, à des parents qui ne sont pas conversants en français. Alors, l'idée, pour moi, la réponse serait commence avec une petite zone, puis on va voir, peut-être avec le temps, ça peut agrandir. Dans une école francophone, est-ce qu'il n'y avait jamais le concept
d'avoir des zones anglophones où, disons que si on est parents, l'école se parle tout en français et qu'on force que la langue est en français, mais si vous aimeriez parler, soit qu'on met un site hors de l'école ou une classe ou une salle où les parents anglophones peuvent s'asseoir et parler en anglais. Puis le restant du temps, c'est que tu n'as pas le droit de parler en anglais dans l'école, sauf dans ce coin-là. Et puis de faire comme de forcer, disons que si tu veux faire partie de la conversation, mais ok, dans ce cas-là, créer comme un défi pour dire, ok, on est dans une zone francophone ici, si vous aimez parler, soit que vous parlez hors de l'école ou donner une chambre. Est-ce que tout le monde a entendu la question? Oui, c'est une bonne question. Il n'y a aucune école que je connais qui fait ça. Par contre, je connais des écoles où ils font des activités ciblées en anglais pour les parents. D'ailleurs, on va le faire dans notre école. La bibliothécaire dit la semaine dernière, elle a besoin de bénévoles. Puis, c'est bénévole pour apposer des étiquettes sur les livres et les classer sur les rangées. Puis, sur les tablettes. Puis, cette activité-là, on a invité tout le monde à venir. On a envoyé une invitation bilingue. Alors, ça va se dérouler probablement en anglais. Il y a des écoles où ils font des activités régulières en anglais pour les parents qui veulent s'impliquer. Puis, c'est ce que les enseignants font, par exemple, dans une école où je suis allé en Ontario, on en a parlé, puis c'était super populaire comme activité. C'est que les enseignants qui avaient besoin de découpage, de laminage, etc., ils ramassaient tous leurs besoins, puis un samedi, ça pouvait être un matin ou toute la journée, l'école fournissait des dîners, ils faisaient cette activité-là de coller, colorier, toutes les activités qu'il fallait faire, dont ils avaient besoin de bénévoles. Et ça se passait juste en anglais. Ben juste. Il y avait des francophones là aussi, mais ça se passait surtout en anglais. Alors, au lieu de délimiter un espace dans une école francophone, c'est plutôt créer une anglozone temporelle. Alors, ça se faisait ce temps-là où on fait des activités en anglais. Moi, je pense que ça serait difficile dans une école francophone d'avoir un espace consacré à l'anglais parce que, en dehors de cet espace-là, les gens vont se sentir. Oui, les temps, oui. Puis, bon, il faut dire que j'ai rencontré des parents anglophones qui bon, plein d'histoires, mais je me rappelle d'un monsieur à Regina. Il faut qu'on ait une dernière. Vous êtes un homme très efficace, vous aussi. Voilà, ok. Alors, c'est un père qui... je reviens au seuil de confort. Il se sentait tellement inconfortable d'essayer de parler français dans l'école qu'il courait dans les corridors. Mais courait en regardant comme ça, parce qu'il ne voulait pas regarder dans les yeux de qui que ce soit, parce qu'il ne voulait pas être obligé de saluer la personne en français. Et pourtant, je l'ai entendu, c'était un colloque, j'ai entendu après, il parlait français avec le directeur d'école, avec quelqu'un francophone, il parlait assez bien, merci. Mais il était tellement, son seuil de confort l'empêchait de le faire. Alors il courait dans le corridor. Ça, c'est quand il ne pouvait pas envoyer son enfant, un deuxième enfant, aller chercher son enfant dans l'école. Alors, c'est un gars qui évitait le contact dans l'école. Mais s'il se sentait plus confortable, là, c'est un gars qui aurait pu facilement embarquer dans la francité de l'école. Alors, l'idée d'avoir un temps pour les anglophones, absolument, 100%. On va prendre une dernière question. Il nous reste à peu près 1 minute. On a parlé beaucoup du défi de vivre en exogamie, mais j'ai toujours vu ça comme un avantage. Alors, est-ce qu'on peut peut-être mentionner en quoi est-ce que ça pourrait être une force? Ah oui. Ah oui, je peux vous donner mes enfants un exemple. Moi, j'ai presque toujours parlé anglais avec mes enfants. Il faut dire que, bon, on a déménagé à Calgary de Montréal quand ma fille aînée avait presque 4 ans. Je lui parlais toujours en anglais. Quand on habitait à Montréal, après quelques jours à Calgary, ma femme a dit « Wow, j'ai peur que notre fille perde son français, puis l'autre qui avait juste quelques mois, les 7 mois, que l'autre n'apprenne pas le français. » Alors bon, je leur ai parlé pendant un certain temps en français, mais autrement en anglais, ma femme toujours en français. Puis maintenant, on a 2 filles, 17 et 20 ans, qui sont tellement... Ils ont une identité hybride. Ils sont francophones et anglophones, mais ils vont refuser de se dire francophones ou anglophones parce que ça serait lié
un côté de leur identité. Mais ils appartiennent à 100% à la francophonie et à 100% à l'anglophonie. C'est pas juste une question de langue, ça va bien au-delà de ça, parce que bon, ils maîtrisent les deux langues à 100%, aucun problème. Puis ma fille qui est à l'Uni maintenant, elle fait toutes ses études en français, elle est à l'Université de Calgary, étudier en anglais, c'est pas un problème. Alors, des avantages, il y en a une tonne, absolument, oui. Quand je parlais de défis, c'est la transition, c'est d'arriver à ce point-là. Parce que les gens ne posent pas les gestes qu'il faut pour aider leur enfant pour atteindre un certain niveau. Merci beaucoup, Glenn Taylor. C'est extrêmement intéressant.